Il est 19 h à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est de la RDC. Bienvenue si vous nous rejoignez au journal de province. Justement, ce journal part de l'Ituri. 13 éléments armés du CRP de Thomas Lubanga ont quitté le chemin de l'insurrection dans le territoire de Djougou. Ils ont décidé d'abandonner les armes pour réintégrer la vie communautaire. C'est ce que nous dit Cédric Kenina dans cet élément de reportage. 13 éléments de la rébellion CRP de Thomas Lubanga se sont rendus ce vendredi 27 mars 2026 aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dans les territoires de Djougou en Ituri. Grâce aux démarches de sensibilisation menées par les députés nationaux Daniel Ouyewa et son équipe, la cérémonie officielle de reddition s'est déroulée au village Kokodjo, situé à proximité d'Mbidjo, un important centre de négoce localisé à plus de 115 km de la ville de Bunia. Elle s'est tenue en présence de l'élu de Djougou ainsi que du commandant du 3201 régiment, le colonel Bahati Nourou, témoignant de l'implication des autorités politico-militaires dans ces processus. Les ex-combattants se sont présentés avec un important lot d'armes et de munitions de guerre. L'arsenal récupéré comprend notamment 13 fusils d'assaut de type AK, AK-47, une mitrailleuse PKM, 2 lance-roquettes RPG-7, une arme de type Castor, une grenade, une roquette, ainsi que plusieurs projectiles et effets militaires. Dans leur message, ils ont appelé leurs anciens compagnons encore actifs dans la brousse à emboîter les pas en privilégiant la voie du dialogue et de la réintégration sociale. Ils ont également exprimé leur reconnaissance envers les députés Daniel Ouyewa pour son rôle dans l'aboutissement de cette reddition. Beaucoup félicitent les députés nationaux qui ne cessent de marquer les esprits à travers son courage et sa détermination à travailler pour le retour effectif de la paix en Ituri. L'Ituri, c'est aussi la mobilisation de recettes. Nous allons parler cette fois-là des services d'assiette qui se réunissent depuis le mardi 31 mars à Bunia pour un dialogue fiscal. C'est pour faire un diagnostic sur les causes de frein à la mobilisation de recettes, justement. Regardez. Lancement ce mardi 31 mars à Bunia du dialogue fiscal pour l'administration fiscale de la province de l'Ituri. C'est le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama qui a présidé la cérémonie. Ce dialogue fiscal rentre dans les cadres de la composante 3 du projet STAR RDC, gouvernance décentralisée. Ces assises ont pour thème optimisation de recettes provinciales et assainissement du climat des affaires pour le développement de l'Ituri. Payer son impôt, c'est revendiquer son droit au développement. Gérer avec intégrité, c'est honorer la confiance du peuple. Ces travaux réunissent une vingtaine de services d'assiette dans l'objectif de créer un cadre de concertation permanent entre les acteurs publics et privés pour une mobilisation accrue et transparente de recettes provinciales en Ituri. À la fin de ces assises, un diagnostic devra être dégagé sur les causes de frein à la mobilisation des recettes. Il en sera également question d'établir une liste de taxes illégales ou redondantes pour suppression avec le concours de l'autorité provinciale. Une fiscalité mal comprise, mal appliquée ou perçue comme injuste fragilise les liens entre l'État et les citoyens. Alors qu'à l'inverse, une fiscalité transparente, équitable et bien gérée renforce la cohésion sociale et consolide l'autorité de l'État. Le SAEMAP, les Transcom, l'environnement, l'ITEPER, l'économie, le tourisme, l'industrie, l'élevage, l'urbanisme, les affaires foncières, l'habitat, l'agriculture, la culture et art, ainsi que le service de pêche et élevage. Et puis, l'Assemblée provinciale du Kasaï a ouvert la session de mars. Les députés provinciaux sont donc appelés à exercer un contrôle rigoureux des actions du gouvernement provincial dans l'intérêt de la population. Isidore Ndaya pour le reportage. L'Assemblée provinciale du Kasaï a procédé ce lundi 30 mars 2026 à l'ouverture solennelle de sa session ordinaire de mars, principalement consacrée au contrôle parlementaire de l'action du gouvernement provincial. Dans son discours d'ouverture, le vice-président et président ad intérim de l'organe délibérant, Gédéon Mataba Kamambangu, a exhorté les députés provinciaux à faire preuve de rigueur dans l'exercice de leur mission de contrôle. Par ailleurs, l'organe délibérant provincial a émis le devoir suspendu certains contrats d'infrastructure jugés peu performants.
Il s'agit notamment des souliers attribués à la société Towa Investment pour la construction de la route Chikapa-Kandiaji, ainsi que 10 contrats liant la province à Horizon Massamba Corporation pour les travaux de l'aéroport national de Chikapa. C'est une collaboration dans le cadre de la recherche médicale. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa et l'Université d'Ottawa au Canada sont engagés dans une coopération interuniversitaire sur invitation du comité de gestion de l'ISTEM Kinshasa. L'Université d'Ottawa est à Kinshasa pour une séance de travail axée sur le développement de la recherche médicale. Rodépanda. Vers une coopération interuniversitaire entre l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEM Kinshasa, et l'Université d'Ottawa au Canada. Sur invitation du comité de gestion de l'ISTEM Kinshasa, la délégation canadienne de l'Université d'Ottawa, en séjour à Kinshasa, a eu une séance de travail axée sur la présentation de ces deux institutions universitaires. L'objectif poursuivi par la directrice générale de cette alma mater, Joséphine Ntumba Kankolongo, est de promouvoir le développement de la recherche scientifique médicale, innovation technologique et d'ouvrir davantage l'ISTEM Kinshasa au monde. À l'issue de cet atelier conjoint sur l'harmonisation des termes de référence du dit partenariat, le chef de la délégation de l'Université d'Ottawa, Fatin Yaro, a confirmé que la signature proprement dite de cet accord de collaboration va intervenir au mois de mai prochain à Ottawa, au Canada. Nous avons passé en revue l'accord cadre est en construction en ce moment même entre nos deux institutions. Nous espérons recevoir non seulement des professeurs de l'ISTEM à l'Université d'Ottawa, mais également des étudiants de l'ISTEM chez nous. Et notre espoir, c'est de recevoir une délégation de l'ISTEM sur le campus de l'Université d'Ottawa dès le mois de mai pour procéder donc à la signature de cet accord-là. Cette session de travail s'est clôturée par la visite guidée des installations de l'école doctorale de l'ISTEM Kinshasa. C'était sous la direction du coordonnateur de l'école doctorale, le professeur Adalbert Ochomampita Aloki, représentant de la directrice générale de l'ISTEM Kinshasa. Elle plaide pour des réformes structurelles afin de replacer la dignité, les droits humains et le respect de la femme au cœur de services sanitaires. Les organisations de défense des droits des femmes sont montées au créneau à la suite de l'indignation et de l'émotion suscitée par des images de violences infligées à une patiente en milieu hospitalier. Yvette Makoutima. Des images difficiles, choquantes, mais surtout interpellatrices. Pour ces collectifs d'organisation de défense des droits sexuels et reproductifs des femmes en République démocratique du Congo, cette situation, loin d'être un cas isolé, impose de recentrer les débats sur l'essentiel, les causes structurelles de ces violences. Les violences, qu'elles soient obstétricales ou gynécologiques, ne relèvent ni des faits divers, ni d'erreurs individuelles isolées. Elles s'inscrivent dans un système de soins encore marqué par des rapports de pouvoir inégalitaires, une faible intégration de l'approche basée sur les droits humains et une culture de banalisation des atteintes à l'intégrité physique et morale de femmes. Tout en reconnaissant les efforts consentis par le gouvernement dans la promotion des droits des femmes, ces organisations appellent désormais à des réformes concrètes et mesurables au sein du système de santé. À ce titre, nous exigeons du gouvernement et l'ensemble des acteurs concernés à impliquer explicitement la prévention de violences obstétricales et gynécologiques dans les politiques nationales de santé, intégrer la prise en charge complète de soins de santé sexuelle et reproductive dans le paquet de base de la couverture de santé universelle pris en charge par le gouvernement, au Parlement d'accélérer la réforme législative relative à la protection de santé de la femme. Pour ces collectifs, pas de recul sur le droit des femmes acquis au prix des longues luttes en République démocratique du Congo. À Mbujimayi, la présidente de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, Adèle Kabena, a organisé une journée de ferveur et de solidarité pour marquer la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Des kits sanitaires ont été remis dans quelques hôpitaux de la place. Erika Bamba.
C'est un engagement qui s'est traduit sur le terrain en faveur de l'accès aux soins pour tous. À Mbuji-Mayi, la remise d'équipements médicaux a été au centre des activités avec de kits essentiels mis à la disposition du personnel soignant dans un contexte marqué par le manque de moyens. À l'hôpital de Kansele, dans la commune de Lamouya, une dizaine de lits médicalisés ont été réceptionnés, renforçant les capacités d'accueil. Le responsable sanitaire salue cet appui tout en rappelant le défi persistant, notamment la mécanisation du personnel. À l'initiative du député national Adel Kabena Mouaouka, ces actions s'inscrivent dans un appui aux structures sanitaires locales. Vous avez réalisé vos promesses. Même dynamique à l'hôpital général de référence d'Mpokolo dans la commune de Bipemba où du matériel pour le diagnostic, les accouchements et la prise en charge des nouveau-nés a été remis. Un apport jugé utile malgré le besoin d'infrastructures adaptées. C'est grâce à vous aujourd'hui que l'AGR Mpokolo peut aussi voir l'électrophorèse, peut aussi voir les centrifugeuses. C'est grâce à vous. Voilà, notre joie est immense et nous ne savons pas comment l'expliquer. Dans la continuité, la députée nationale Adel Kabena Mouaouka a également pris part à la clôture du mois dédié aux droits des femmes à Mbuji-Mayi, marqué notamment par une distribution symbolique des pannes. Présentation portrait de certaines femmes vedettes. Aujourd'hui, nous vous invitons à suivre le portrait de la présentatrice vedette du journal télévisé pendant de nombreuses années. Il s'agit de Chantal Kanimbo. Son portrait est signé Guy Matundu. Les jeunes qui arrivent au premier jour veulent tout de suite passer à l'antenne, alors qu'il y a tout un cheminement d'apprentissage qu'on n'a pas effectué, qu'on veut sauter. Et quand on a sauté cela, effectivement, on arrive, on présente, et puis bon, oui, c'est vrai, on vous a vu présenter, mais vous ne marquez pas. Certaines voix ne s'oublient pas. Certaines présences deviennent des repères. Chantal Kanimbo fait partie de ces figures qui ont marqué la mémoire collective. À une époque où la démocratie congolaise s'écrivait encore avec hésitation, elle a contribué à installer un espace devenu essentiel, celui du débat public. Dans les années 90 et 2000, au moment de l'ouverture politique et de la libération progressive de la parole, elle devient l'un des visages familiers de la télévision nationale grâce à l'émission Deux sons de cloche. Un rendez-vous où majorité et opposition confrontaient leurs idées devant les téléspectateurs. Par sa rigueur, sa maîtrise du débat et son sens de l'équilibre journalistique, elle impose rapidement un style ferme mais respectueux, exigeant mais impartial. Sur le plateau, elle inspire autant la confiance du public que le respect des invités. Formée à l'Institut supérieur de technique de l'information, elle appartient à cette génération de journalistes qui ont contribué à structurer et professionnaliser la presse congolaise. Au-delà de l'écran, elle s'engage activement pour l'organisation de la profession. Elle devient présidente de l'Union nationale de la presse du Congo lors de la refondation du secteur en 2004, puis rapporteure au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Son parcours est jalonné de distinctions et des prix d'excellence qui saluent une carrière construite sous la discipline, le professionnalisme et la constance. Elle a inspiré des générations entières de journalistes. Mais au-delà des fonctions et des récompenses, l'héritage de Chantal Kanimbo est aussi humain. Dans un environnement où les modèles féminins dans les médias étaient rares, elle a ouvert la voie. Plusieurs générations de jeunes filles congolaises rêvant de journalisme, elle est devenue une référence. Quand j'ai décidé de faire le journalisme, j'avais elle en tête en fait. Et elle nous a forgés, elle nous a montré le travail. Quand on poireautait, c'est elle qui nous appelait dans son bureau. Elle nous donnait des petits articles. On devait faire le démarquage, réécriture. Et c'est là qu'elle m'a découvert en fait. Donc pour moi, c'est une légende. Aujourd'hui encore, son nom reste associé à une certaine idée du journalisme, exigeant, responsable et profondément attaché au débat public. Chantal Kanimbo n'a pas seulement présenté l'information, elle a contribué à construire l'espace où elle peut exister. La synergie des femmes de Nangazizi dans le Haut-Tsouélé a bénéficié d'une mini-industrie de préparation de l'huile de palme. C'est un don de la Fondation Jacques Sangba. On en parle avec Nathalie Mboula.
C'est à Nangazizi, chef-lieu de la chefferie à Zanga, situé à 45 km d'Issiro, sur la route provinciale 413, que les femmes des différentes associations de cette entité se sont fixé rendez-vous le mardi 31 mars pour clôturer les mois dédiés à la promotion de leurs droits. Sous le haut patronage de la Fondation Jacques Sangba, la marche de solidarité qui a parcouru plus de 5 km a débouché à un culte écuménique. Dans son allocution, l'honorable Jacques Sangba, député provincial, élu de Rungu et initiateur de cette fondation, salue les multiples réalisations du gouverneur Jean Bakomi Togambou et invite sa base à s'adonner à la relance agricole. C'est ici qu'il annonce le financement par sa fondation de l'installation d'une mini-huilerie placée sous la gestion exclusive de la synergie de femmes de Nangazizi. Le message de soutien au chef de l'État qui se base sur tous les plans. Le chef de l'État martèle plus sur le plan agricole. Non, maman ne se laisse pas. Il y a des groupes, des comités dans le cadre de l'entrepreneuriat, surtout sur le plan agriculture. J'ai préféré plus aujourd'hui clôturer le mois de la femme dans la chefferie à Zanga et dernièrement ici nous irons dans toutes 6 autres chefferies qui composent le territoire de... Occasion pour Sa Majesté Yannick Danga de dire merci au nom de sa population. La présence de l'honorable Jacques Sangba à Nangazizi a toujours été un véritable moment de communion avec ses électeurs. Tout à fait autre chose à présent, nous allons nous rendre dans la province de l'Équateur pour parler de cette cérémonie de récompense aux travailleurs. Regardez. C'est à 11h02 que le gouverneur de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, qu'accompagnait le membre du comité provincial de sécurité, le député provincial Clarisse Boloko Djema, l'élu du territoire d'Ingende, et le ministre provincial de l'agriculture, Bokangam Poko Guillaume, ont embarqué à bord de 2 canots rapides pour la localité de Boteka, dans le territoire d'Ingende. Après 2 heures de navigation sur la rivière Roki, l'autorité provinciale de l'Équateur a accosté au port Momboyo où il a été accueilli par l'administrateur du territoire d'Ingende, Jonathan Bongo Bokechu. Après les honneurs militaires et la revue de troupes, le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo indique que cette cérémonie qui récompense les meilleurs travailleurs de la PHC vient à point nommé car cette société de plantation et de huileries de Boteka se rallie à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la vengeance du sol sur les sous-sols. Notons que la plantation et huilerie du Congo, PHC, est une société qui est basée dans la transformation agro-industrielle. Le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, a décerné les diplômes d'honneur aux sapeurs-pompiers de Matadi. C'était pour honorer les loyaux services rendus. Reportage. Ils sauvent de vies, protègent les biens et l'environnement en cas de sinistre. 68 sapeurs-pompiers des entreprises de MGT Onatra et RSCOM Petroleum de la ville de Matadi ont reçu les diplômes d'honneur le mardi 31 mars 2026 pour les efforts déployés en cas d'incendie dans la ville portuaire. Dans une cérémonie organisée par l'autorité urbaine, Dominique Nkodiambete devant le bâtiment administratif de la mairie de Matadi en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Jacques Kiazola Mavakala et les inspecteurs de MGT Onatra et RSCOM Petroleum. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a mis en exergue les efforts que déploient les sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Et souvent, nous ne mettons aucun moyen à leur disposition, mais c'est par amour de la ville qu'ils viennent travailler de façon très dévouée. Ça mérite d'être couronné et c'est pourquoi en ces jours, nous avons décidé de décerner des diplômes de mérite à ces sapeurs-pompiers. Nous avions réussi à éteindre tous ces incendies. Le représentant des sapeurs-pompiers de port MGT et port Onatra et l'RSCOM Petroleum, Guy Boller Mwamba, a remercié l'initiateur pour cet acte de reconnaissance à leur égard. L'apport de la femme au sein de l'administration publique, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyaou a échangé avec les femmes de Bumba dans la province de la Mongala. Cédric Enina nous en dit un peu plus.
Promouvoir le droit des femmes au sein de l'administration publique est une priorité nationale visant la parité, notamment avec l'objectif de réserver au moins 30% des postes et décisions aux femmes. Cet engagement du gouvernement a été réaffirmé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Aboumba, devant les femmes fonctionnaires de l'État en marge de la clôture des activités du mois réservées aux femmes. Il est maintenant plus que jamais certain que à compétence égale, moi si azali ndenge moko na mobali mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo babengi ye champion ya masculinité positive. Cette séance a permis au vice-premier ministre de faire comprendre aux femmes l'importance de mettre en exergue leurs compétences pour être plus compétitives au sein de l'administration publique. Ce moment fort a marqué un véritable tournant dans la dynamique de féminisation de l'administration publique congolaise. Et pour clôturer en beauté, les mamans fonctionnaires ont été conviées à assister au concert religieux sous la prestation de la sœur Eunice Manyanga au rond-point Mobutu. Clôture du mois dédié aux droits des femmes, cette fois-ci à l'Université de Kinshasa. La Fondation Konrad Adenauer a organisé une journée scientifique autour du thème « Droit, justice et action pour la femme ». Commentaire David Moubenga. Une matinée scientifique placée sous le thème « Droit, justice et action pour les femmes et les filles » a été organisée ce lundi 31 mars 2026 à l'Université de Kinshasa par la Fondation Konrad Adenauer dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Ouverte par le doyen de la faculté des sciences politiques et administratives, le professeur Héritier Mambi, et du représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, Timo Raudjen, cette matinée scientifique a connu 4 interventions. Une par le professeur Catherine Ondimba, axée sur la genèse et l'évaluation historique du corridor de Lobito, et 3 autres respectivement par les experts en genre Thérèse Bimpa, Marie-Jeanne Omari et Gabriel Mwimba. Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Tel est le thème de cette matinée scientifique. Et c'est surtout la thématique que l'organisation la plus importante au monde et pionnière dans la promotion des droits humains, et en particulier ceux des femmes, je cite, l'ONU, a mis en avant cette année pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Le droit est défini comme étant l'ensemble des facultés et des prérogatives inhérentes à la personne humaine, nécessaires à son bien-être et à sa dignité. Les droits des femmes, quant à eux, ont progressé au fil du temps. Les activités en rapport justement avec le mois de mars dans la province du Tanganyika, on en parle dans ce reportage. Il faut un cahier de charges dans le secteur minier dans la province de Tanganyika. C'est le mobile de la mission officielle effectuée dans le territoire de Manono par le ministre provincial en charge des mines, Mateka Moufwa Simplice. Au pied de l'avion, le patron provincial des mines dans le Tanganyika a été chaleureusement accueilli par une foule en liesse venue témoigner de l'attachement et le soutien aux institutions étatiques tant nationales que provinciales du pays, ainsi qu'à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par sa présence, celle de promouvoir la paix et la cohésion nationale. Le message à la population vivant dans le secteur minier était centré sur l'unité et la cohabitation pacifique dans un esprit de partage. Cette mission dans les Manono consiste à mettre de l'ordre et réguler le secteur minier. Au nom du gouverneur des provinces, le ministre provincial des mines a invité la population à se référer aux tests légaux en la matière. Et puis, les chrétiens du monde entier ont commémoré la crucifixion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Le vendredi saint marque justement le sacrifice ultime par amour pour le salut de l'humanité. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka a fait la procession du chemin de la croix parmi tant d'autres chrétiens. On en parle avec Yolande Voka.
Vendredi saint, jour des silences et des méditations dans la tradition chrétienne catholique, la gouverneure de la province du Lualaba s'est jointe aux autres fidèles catholiques de Kolwezi pour participer au chemin de la croix publique, un moment fort marquant la passion du Christ. Fifi Masuka Saini a pris part à cette procession, retraçant les dernières étapes de la vie de Jésus-Christ, de sa condamnation jusqu'à sa mise au tombeau, en attendant la célébration de sa résurrection. C'est un moment qu'elle a également consacré pour porter en prière les souffrances imprescriptibles imposées à ses compatriotes de l'Est du pays, ainsi que les efforts inlassables déployés par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour une paix durable dans cette partie de la RDC. Conduite par Monseigneur Richard Kazadi Kamba, cette dévotion catholique a débuté à l'angle des avenues Kamina et Kipushi au quartier Mutoshi pour terminer à la majestueuse nouvelle cathédrale Sainte-Marie Reine de la Paix, Mariapolis de Kolwezi, avec la célébration de la Passion du Seigneur, moment central du Vendredi Saint. Monseigneur Richard Kazadi Kamba a médité sur les 7 paroles du Christ en croix, exhortant les fidèles à une discipline de la parole, au jeûne intérieur et à une utilisation responsable des réseaux sociaux dans la crainte des dieux. Des prières universelles ont été élevées pour l'Église, les ministres de l'Église ordonnés, les fidèles, les malades, les prisonniers ainsi que pour les autorités publiques. Avant sa dernière rencontre avec les fidèles de Bunia, le prophète Dr Jules Moulindoua est allé rencontrer le gouverneur militaire de l'Ituri pour lui rassurer sa collaboration et celle de son église dans la restauration de la paix. Edi Chala. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya Kachama, le prophète Dr Jules Moulindoua est venu dire tout son encouragement à l'autorité provinciale et lui témoigner l'accompagnement de l'église Cité des Refuges dans le processus de restauration de cette province qui a énormément saigné. Dans cette ville, en pleine métamorphose et presque entièrement acquise à Christ, le prophète docteur Jules Moulindoua a capitalisé son séjour de presque 2 semaines pour enseigner le salut éternel, l'obéissance à la parole de Dieu à travers la confession et l'abandon des péchés. Des enseignements suivis de plusieurs délivrances des captifs sous les manifestations extraordinaires du Saint-Esprit, comme on le voit dans ce 3e et dernier rassemblement dimanche 29 mars 2026 dans un stade municipal épaule de la ville qui a refoulé du monde. L'évangile et la délivrance des captifs, oui, mais ce puissant prédicateur congolais très attaché à sa patrie et à la paix, conformément à la parole de Dieu, a abondamment exhorté les Congolais de l'Ituri à la cohésion sociale à travers le vivre ensemble, au-delà des appartenances ethnico-tribales. C'est dans ce cadre qu'il a appelé les parents et leurs enfants à ne plus céder aux appâts des milices locales et leurs chefs vampires. À travers les Saintes Écritures, il a aussi insisté sur les prières en faveur des institutions du pays, dont le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama, afin de mener une vie paisible et en toute conscience dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après Bunia, Cap-Vert-Béni et Butembo, dans le Nord Kivu, avant d'autres étapes importantes, la ville de Goma et celle de Bukavu. Qualification des léopards de la RDC à la Coupe du Monde de 2026. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbembe, a communié avec les jeunes du district de Lukaya à Kinshasa. Patience Mboyo pour le reportage. Devant une foule innombrable et en liesse, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a souligné la portée à la fois historique et spirituelle de cette prouesse réalisée par les léopards. Il a rappelé que cette qualification intervient à la phase finale de la Coupe du Monde, 52 ans après la première participation de cette équipe nationale de football de la RDC pendant l'époque d'Isaïr. Pour lui, cet événement constitue un moment fort d'unité nationale et de fierté collective pour tout le peuple congolais. Tout en adressant ses félicitations au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son leadership éclairé ayant abouti à cette qualification, ainsi qu'au gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, le ministre a également salué l'engagement et la détermination des joueurs qui ont honoré la nation congolaise.
Maître Samuel Mbemba a souligné que cette participation à la Coupe du Monde constituera également une tribune importante pour sensibiliser la communauté internationale sur les génocides commis dans l'Est de la RDC par les Rwandais. Dans cette ambiance festive, le ministre des Droits humains a mis à la disposition des participants le moyen nécessaire, enfin, de célébrer dignement cette qualification historique des léopards, transformant ainsi la rencontre en un moment de communion et de partage pour la jeunesse de Lukunga. C'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h Sandra Yangui pour un nouveau journal. Excellent suite au programme. Au revoir.